Notre seconde intervenante, alors elle, certains d'entre vous la connaissent, j'espère que vous la connaissez en tout cas, donc Léa Filiou, donc socio-anthropologue qui travaille sous la direction de Charles Stepanov, que nous avons eu le plaisir d'avoir ici même l'an dernier, qui travaille de façon assez incroyable depuis 2 ans à nos côtés, et qui arrive un petit peu au bout de son travail sur les chasses traditionnelles, sous l'angle, je le rappelle, de l'humain, hein, du côté sociologique. Donc on lui avait demandé de présenter un petit peu l'aboutissement de ce travail. Donc voilà, Léa, c'est à toi. Merci. Alors je ne sais pas si Christelle, tu l'as le PowerPoint. En attendant, je vous remercie beaucoup de m'accueillir. J'étais intervenue il y a 2 ans à l'Assemblée générale. À l'époque, je commençais mon travail ici. Et je tenais aussi à profiter de cette occasion que vous soyez tous rassemblés pour remercier toutes les personnes qui ont répondu au questionnaire en ligne que j'avais lancé il y a 2 ans sur le devenir des palombes après la chasse. Vous avez été plus de 1000 personnes à répondre et 941 personnes ont répondu de manière suffisamment fiable, parce qu'il y avait une question piège pour vérifier que vous étiez sérieux. Il y a 941 personnes qui ont été suffisamment sérieuses pour que ce soit statistiquement exploitable et je vous en remercie très sincèrement. Je voudrais aussi préciser que parmi ces personnes, les 2 plus âgés ont 91 et 92 ans, un homme et une femme. Et donc je suppose que les jeunes ont aidé à remplir le questionnaire en ligne pour ça. Donc je vous remercie de votre aide pour mon travail et pour ces personnes, pour les anciens. Pour l'instant, je ne peux pas les publier parce que les règles de confidentialité de l'université sont assez drastiques. Il faut que j'attende de finir ma thèse qui s'achèvera normalement cet automne, donc encore un peu de patience, mais tous les résultats sont analysés. Donc aujourd'hui, on m'a demandé de vous présenter un petit peu un aperçu de mon travail. Je travaille donc depuis plus de 2 ans dans les Landes sur les chasses traditionnelles. Alors, chasse traditionnelle, je le mets entre guillemets, parce que c'est une catégorie juridique qui date de 1989, mais qui dit assez peu ce que c'est exactement. On a affaire en fait à des modes de chasse aux oiseaux migrateurs sans armes, mais avec des engins, qui désignaient autrefois tout ce qui relève des filets, des pièges à trébuchets, comme les matoles, qui sont une demi-cage posée sur un trébuchet, et puis tout ce qui est de l'ordre des lacs, des lacets, des collets. Enfin, il y a vraiment une diversité de techniques possibles. Et puis auparavant, on parlait d'oiselage, qui est une notion que j'affectionne particulièrement, parce qu'elle rend un peu hommage aux origines de l'oiselage, qui remontent à l'Antiquité, où on parlait de l'aokipium, qui était une chasse extrêmement plaisante, disent les auteurs anciens. Et ça rend aussi compte, ça remet un petit peu le relationnel aussi avec l'oiseau, qui font un petit peu la spécificité de ces chasses-là. Donc c'est ce que je voudrais aborder aujourd'hui avec vous. Et on va partir aujourd'hui tout de suite sur les chasses traditionnelles, donc entre guillemets landaises. J'ai essentiellement travaillé sur les chasses à l'ortolan, à la matole, à l'alouette, aux pentes, donc filet et matole, et à la chasse à la palombe, au filet en palombière, auquel j'ai ajouté les chasses en palombière au fusil comme point de comparaison, et aussi parce que, en fait, au-delà du changement de technique, strictement parlant, on a vraiment un univers qui est cohérent avec les chasses aux palombières aux pentes. Et on va partir donc avec Léopold sur la prochaine image. Alors c'est un jour, j'ai demandé à Léopold, jeune paloumère de 25 ans, qui se cherche un petit peu, mais ce qui est sûr, c'est qu'il aime chasser la palombe. Et je lui ai demandé, en fait, en lui donnant une feuille blanche, de me dessiner sa palombière. Et il m'a dit « Ah, bien sûr !» Après, ça a été un peu plus compliqué, parce qu'il avait du mal, en fait, à savoir dans quelle direction se placer. Et je ne vais pas décrire sa carte de manière aussi fine que je le fais dans la thèse parce que je n'ai pas le temps. Mais ce qui est très frappant, c'est qu'en fait, d'emblée, au lieu d'orienter le dessin avec le nord en haut comme on le fait d'habitude, il s'est placé en fait au-dessus de la chasse et dans la direction des palombes, comme si en fait on était une palombe qui survole la chasse. Et ça, c'est un trait qu'on retrouve chez beaucoup de chasseurs. Sur l'image suivante, j'ai demandé à Michel de me dessiner les couloirs d'ortolan
sur une feuille blanche. Alors lui, il n'a pas voulu de ma feuille blanche. Il m'a dit non, 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 c'est pas possible. Ça dépend des oiseaux, c'est lié à la carte. D'accord. Donc il est allé chercher une carte photocopiée de sa commune, il est revenu et il m'a commenté un petit peu, il m'a expliqué comment les couloirs d'ortolan s'étaient modifiés au fur et à mesure des années. Et ce qu'on voit très bien, en fait, c'est que au départ, il a pris la carte dans le sens qu'on a l'habitude de faire, hein, de prendre la carte avec le nord en haut, mais pour pouvoir se repérer, il retournait sans arrêt la carte pour se mettre dans la position des oiseaux, c'est-à-dire avec le sud au nord, c'est ce que vous voyez en fait en bas. Donc soit il était en projection au même niveau que l'oiseau, il le regardait en face, soit il se mettait au même niveau que l'oiseau, mais du côté de l'oiseau. Et puis, quand il me racontait un petit peu comment se déroulaient les chasses à l'ortolan, je me rendais compte qu'il y avait aussi un écart très important entre sa position physique terrestre, qui l'obligeait à porter son regard vers l'oiseau, et puis l'oiseau qui finalement évolue sur un autre plan de la réalité au-dessus de l'espace physique. Et ce trait-là, cette capacité des chasseurs à prendre le point de vue de la proie, et qu'on appelle du point de vue cognitif, neurocognitif, on appelle ça l'empathie, c'est une capacité des chasseurs qui s'explique tout simplement parce que pour pouvoir capturer un animal, il faut aussi le comprendre de l'intérieur et essayer d'anticiper ses comportements et ses préférences. Et ça a des implications directes avec les chasses qui nous intéressent, puisqu'on n'a pas d'arme de jet, pas d'arme du tout d'ailleurs. C'est ce que vous voyez sur l'image suivante. En fait, on va chercher à attirer l'oiseau. Et c'est pour ça que je dis que les oiseleurs jardinent. Parce que ce qui fait la sélectivité de ces chasses, ce n'est pas la matole, ce n'est pas les filets, c'est le biotope. Et là, en haut à gauche, vous avez une chasse à l'ortolan dans les années 90. Alors, vous voyez très bien qu'il y a un jeu de hauteur qui a été instauré, parce que l'ortolan est un tout petit oiseau qui déteste les milieux fermés et qui préfère évoluer dans les milieux d'interstices et les milieux liminaires entre champs et pinèdes. C'est exactement ce qu'on a là. On a une pinède au fond, un champ de maïs haut, donc non récolté ensuite. On a ensuite un pré non pâturé avec des herbes hautes et puis un carré qui a été désherbé et ratissé. Vous avez encore des jeux de hauteur avec des souches qui permettent de placer des cages d'aplants en hauteur par rapport aux matoles qui seront autour. Les branchages sur la droite, qui sont ce qu'on appelle en gascon les branqueus, qui permettent à l'oiseau en migration de se poster pour chanter. Et vous avez au fond aussi des cages qui renferment des appelants. Les appelants étant des oiseaux qu'on a préalablement capturés et conservés comme auxiliaires de chasse parce qu'ils chantent très bien. Et finalement, toute l'action se déroule grâce à ces oiseaux qui ont un statut particulier. Et c'est eux qui chassent. Voilà. Je vous ai mis aussi l'image à droite du panis, donc du millet, qui permettait d'agréner les ortolans. C'était une ancienne culture fourragère avant la mécanisation dans les Landes. Et aujourd'hui, plus du tout, si bien que si vous vouliez capturer des ortolans, il fallait le cultiver soi-même. Et en bas, vous avez les chasses au pinson qui étaient pratiquées, avec là aussi des jardins au sens strict du terme qui étaient mis en place, avec du tournesol, du chanvre textile, qui était aussi une culture endémique des Landes jusque dans les années 50, puisqu'il y avait une filière textile landaise de chanvre, et des haricots à cause sauvage, qu'on appelle en patois la resigle. Si bien que, en fait, vous avez vraiment aussi des savoirs culturaux qui sont liés à ces chasses-là, sachant qu'aujourd'hui, évidemment, ces chasses étant interdites, ces lieux n'existent plus. Aujourd'hui, ce sont des friches, pourrait-on dire. Je vous ai parlé des appelants, c'est la diapositive suivante. Ils ont un statut particulier pour plusieurs raisons. D'une part, ils sont leurrés pour être capturés, mais ils sont leurrés ensuite à nouveau pour pouvoir leurrer d'autres oiseaux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça se rapproche finalement du statut du chien de chasse ou du faucon, du fauconnier ou même du furet, à la différence près qu'on n'a pas affaire à une espèce qui est prédatrice, mais on a affaire à la même espèce que l'espèce prédatée. Et c'est vraiment une spécificité relationnelle entre les oiseleurs et leurs oiseaux, qu'ils considèrent comme des individus qui ont une subjectivité. Il y en a beaucoup qui ont des noms, des prénoms, et ils sont considérés comme des familiers sans être pour autant domestiqués. Il n'y a que la palombe qu'on arrive à faire se reproduire. L'ortolan et l'alouette, la reproduction n'est pas maîtrisée
D'où le fait que le conseil qui est donné par le gouvernement d'imaginer des solutions alternatives et qui imagine l'élevage pour l'ortolan ou pour l'alouette paraît un petit peu abstraite pour le moment. Et ces appelants, dernier point très important, ils sont extraits des chaînes de prédation dans le sens où il est totalement proscrit de les tuer et de les manger. C'est quelque chose qui, du point de vue de l'éthique de chasse, est totalement proscrit. C'est aussi vrai pour les apos, donc ce sont des oiseaux, pour la documentation suivante, ce sont des oiseaux qui ont le même statut que les appelants, à la différence près qu'on utilise leur mouvement, leur corps, en le faisant se mouvoir, plutôt que leur chant. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rapproche là de techniques relationnelles que l'on retrouve parmi les Paracana, qui sont un peuple amazonien, où le gibier est chassé, mais les petits sont récupérés par les femmes qui les allaitent avec leur propre lait maternel ou qui leur donnent à manger à la béquée et qui font d'eux, en fait, non pas des animaux domestiques ou des animaux d'élevage, mais des animaux familiers qui évoluent au sein même de la société humaine des Paracana. Et ils sont finalement invités et nourris comme si c'était leurs propres enfants. Et on retrouve ça chez les oiseleurs, notamment les quelques palomères qui savent encore nourrir les pigeons à la févrole, ou les palombes à la févrole. Là, vous avez Petiot qui nourrit à la févrole. Févrole, qui est une fabacée, qui est également un ancien grain fourragé qui n'est plus vraiment facile d'accès, on va dire. Et vous voyez qu'il y a une technique très particulière de bouche à bec, qu'on appelait auparavant le gorgeage, et qui implique quand même un rapprochement des corps qui est très marquant pour l'oiseleur et pour l'oiseau. Et sur la droite, vous voyez que les oiseaux sont également abreuvés avec un ver humain, non pas dans une position frontale, mais dans une position latérale qui permet aussi de respecter quelque part la sphère corporelle de l'oiseau. On ne l'oblige pas à boire de manière forcée, mais on lui propose à boire, ce qui est légèrement différent. Sachant que je précise aussi qu'on n'est pas dans un hangar humide et sombre, mais on est en forêt avant le lever du jour, juste pour préciser. Voilà. Alors cette pratique-là, finalement, de négociation des relations avec les oiseaux, qui n'est ni vraiment de l'élevage, ni vraiment de la prédation ou de la chasse, on le retrouve anciennement. Là, vous avez une mosaïque antique tunisienne où on voit une perdrix qui sert d'appelant dans une cage. C'était ce qu'on appelait aussi la chanterelle, qui a donné ensuite en occitan Simbel, qui ensuite a dérivé en Simbéou, qu'on retrouve dans les cultures taurines, avec ces taureaux qui sont un peu plus sociables vis-à-vis de l'homme et qui servent aux éleveurs de taureaux sauvages à mener le troupeau sans passer ni par la force ni par le dressage à proprement parler. Et on retrouve ça aussi dans le vieux mot pour l'alouette à peau qui était appelé le sambé. Et il y a des chances aussi que ça ait un lien avec le mot français symbole, qui au départ, en fait, le symbolon, c'est un jeton qu'on coupe en deux et qui permet de nouer un pacte avec quelqu'un ou de créer une alliance. Donc, d'une certaine manière, les appelants sont des sortes d'êtres médiateurs qui font le pont entre le monde humain et le monde des animaux sauvages. Dernier point, c'est un savoir-faire aussi très, très fort de l'oiselage, c'est le fait de savoir chanter les oiseaux. Puisque si vous n'avez pas d'appelant, par exemple avec les palombes ou avec les alouettes, vous allez imiter le chant de l'oiseau. Là aussi, vous avez quelque chose d'assez ancien dans l'idée. Sur la gauche, vous avez un sifflet antique, et on retrouve une forme très proche dans les tourtères landaises, qui étaient des sifflets pour imiter les tourterelles des bois, qui étaient également chassées au filet. Donc là, au centre, vous avez une version landaise du 19e siècle qui est conservée à Marseille. Et puis à droite, vous avez la boîte à sifflets de Jacques Père. Jacques Père, qui est né en 1934 et qui a conservé dans cette boîte tous les sifflets de ses amis disparus, dont les veuves lui ont confié les sifflets. Donc, vous avez une multitude de sifflets. Et lui-même sifflait, il y a encore quelques années, l'alouette dans des sifflets qui appartenaient à son propre grand-père. Donc les savoir-faire se transmettent par des objets. Et quand je dis savoir-faire, c'est un vrai savoir-faire. Pour avoir moi-même essayé de souffler dans un sifflet à alouette, c'est pas immédiat. Hein. Et notamment, l'alouette, elle est connue pour la virtuosité de son chant. Et pour son chant extrêmement long, elle peut siffler plusieurs minutes d'affilée sans reprendre sa respiration. Donc je vous laisse essayer.
Les chioulères qui tiennent leur nom d'ailleurs du sifflet. Chioulette en gascon, c'est le sifflet. Donc les chioulères, c'est les chasseurs d'alouettes, c'est ceux qui savent siffler. Finalement, ont trouvé la parade, c'est-à-dire qu'en fait, ils s'orchestrent les uns les autres. J'ai remarqué que la plupart du temps, on ne chante pas l'alouette seul, mais souvent on est en duo ou en trio, et on essaye finalement de se passer le souffle pour atteindre la virtuosité et la longueur du chant de l'alouette. Donc ces savoir-faire-là sont anciens, et le sifflet fait effectivement partie un peu des attributs classiques de l'oiseleur. Sur la prochaine image, vous allez voir que si l'oiselage a été dénigré pendant des siècles, ça n'a pas toujours été le cas. Notamment à l'Antiquité, il n'y a pas de gradation socio-économique des pratiquants de ces chasses-là. Vous avez cette mosaïque du 4e, 5e siècle qui est à nouveau en Tunisie, à Kélibia, la maison des deux chasses. Donc, sur le plan supérieur, la partie supérieure, vous avez ce qui était appelé la grande chasse, donc la chasse poursuite. Et vous remarquerez qu'en fait, on a une scène de vénerie, donc de chasse à courre. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, le sanglier n'est pas tué à l'épieu, comme ça peut être le cas aujourd'hui, ou depuis le Moyen-Âge, mais il est capturé dans des filets. Et j'ai ouï dire qu'il y a certaines ACCA qui voudraient réguler les sangliers sur leur territoire grâce à des filets. Et on fait passer ça pour une innovation incroyable. En fait, ça date du IVe siècle. Donc voilà, peut-être que l'oiselage a des choses à nous apprendre de ce point de vue-là, enfin, en tout cas au niveau des techniques. Et dans la partie basse, vous avez donc la petite chasse. On a longtemps dit, et je le lis encore chez certains historiens, que l'oiselage a disparu au moment où la fauconnerie l'a remplacé. En réalité, ces deux pratiques viennent d'Orient, à l'Antiquité, et elles sont concomitantes. Enfin, disons, l'oiselage est arrivé un peu après, mais n'a pas remplacé l'oiselage totalement. La fauconnerie est arrivée après, mais n'a pas remplacé l'oiselage totalement. On a là le fauconnier qu'on repère très bien. Il a une perdrix à la main droite et un faucon sur le bras gauche. Vous avez des perdrix qui sont prises dans une nasse, poussées par un homme caché derrière un cheval. Il y en a peut-être certains qui reverront un peu des images des pratiques de chasse à l'alouette au cul levé, où on se cachait derrière une vache, y compris dans le Nord, monsieur Schren. C'était très fait, très pratiqué. Et puis sur la droite, vous avez le glueur, donc le chasseur au gluot. À l'époque, on ne gluait pas les branches, mais on gluait la vergette, c'est-à-dire le bâton du glueur, qui venait capturer donc essentiellement des grives, comme ça se faisait dans le sud-est il y a encore récemment. Alors, à partir de quand on commence finalement la mise à la marge des pratiques synégétiques de l'oiselage? Parce que c'est vrai, si vous ouvrez un livre, vous verrez très peu de choses sur l'oiselage, et l'oiselage ne fait pas partie des modes de chasse officiels en France. Alors que la chasse au vol, elle, depuis les années 50, oui. Donc pourquoi ce discrédit? En fait, c'est parce que même si les élites romaines pratiquaient l'oiselage, on avait quand même une forte proportion de paysans qui chassaient ainsi. Et à partir du moment où l'Europe se féodalise, la chasse devient un privilège noble, et la noblesse privilégie les chasses poursuites, qui met en avant finalement le courage et la force du poursuivant par rapport à la bête sauvage. Tandis que, évidemment, les roturiers n'ont pas le droit de chasse. Et puis vous avez la chrétienté aussi, qui a commencé à considérer que, évidemment, si on fait usage de la ruse, c'est un petit peu suspect, parce qu'on peut vite verser vers la tromperie, donc quelque chose qui moralement est condamnable. Alors quelques nuances malgré tout. Les pays gascons et toute l'Occitanie sont des pays de droit coutumier qui ont été annexés tardivement au royaume de France. Le monarque avait peu de moyens pour faire appliquer le droit synégétique dans ces zones-là, et il n'avait pas vraiment intérêt non plus. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de fait, l'exception du sud-ouest s'explique aussi par l'exception juridique historiquement parlant. Et puis, même du point de vue de la chrétienté, sur l'image suivante, vous allez voir un motif qui est récurrent dans l'iconologie médiévale, qui est celle du Christ comme leurre. Vous avez une version en haut du XIVe siècle avec le fauconnier, et en bas, on voit très bien, on reconnaît très bien une chasse à l'alouette avec le sambé, les cages d'aplan, sauf que l'oiseau qui est capturé, c'est un Christ, voilà, c'est un Christ de la Nativité.
Alors c'est quoi ce Christ leurre? C'est très étonnant cette image. C'est l'idée que si vous êtes un bon chrétien, vous ne vous lamentez pas sur le corps du Christ puisque vous savez qu'il est immortel. Donc le Christ est un leurre, en fait. Il vous fait croire qu'il est mort, il est en croix, mais en réalité, si vous êtes un vrai chrétien, vous savez pertinemment qu'il va ressusciter. Vous avez foi finalement en son caractère immortel. Donc au Moyen-Âge, il y a une certaine ambivalence du regard porté sur le leurre, notamment à travers l'oiselage, qui est à la fois possiblement de la tromperie et en même temps permet d'authentifier finalement la foi chrétienne. Et on retrouve ça dans un certain nombre de textes théologiques où un certain nombre de paraboles prennent l'exemple de l'oiselage pour marquer un petit peu, faire un peu les sermons aux chrétiens. À partir du XVIe siècle, 15e, 16e siècle, sur l'image suivante, la législation évolue légèrement, et notamment en France, l'oiselage est considéré comme une profession avec privilège du roi, le roi qui commande régulièrement des petits oiseaux capturés aux engins pour les libérer lors de son sacre. C'est le cas avec Louis XV, c'est le cas avec Louis XIV, c'est le cas avec Henri IV. Donc à la cathédrale de Reims, on capture des petits oiseaux et on les libère pour le sacre du roi. Également, aux messes de minuit, on faisait des lâchers d'oiseaux. Donc preuve qu'on capturait les oiseaux sans les tuer, puisqu'on voulait les relâcher derrière. Et cette magnifique image est tirée d'un ouvrage allemand qui fait la recension de toutes les professions qui étaient pratiquées en Allemagne au début du XVIIIe siècle. Et on a une double page avec l'oiseleuse et l'oiseleur. Malheureusement, je n'ai pas le temps de vous décrire jusqu'au bout ces images qui sont très belles. Ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, jusqu'au XIXe siècle, l'oiseleur est à la fois celui qui sait capturer et apprivoiser des oiseaux sauvages et aussi qui les commercialise. Et ce n'est qu'à partir du XIXe siècle qu'on a finalement une distinction qui est faite entre l'oiseleur qui chasse et l'oiselier qui vend. Et c'est un petit peu ça qui a aussi brouillé les codes de lecture un petit peu de ces pratiques-là, parce qu'aujourd'hui, on associe très souvent la chasse aux petits oiseaux au commerce des petits oiseaux, alors même que finalement, ce sont les oiseliers qui, socio-économiquement, ont dominé les oiseleurs, alors qu'a priori, ils auraient dû en dépendre, ils auraient dû dépendre des oiseleurs pour leur activité, mais en réalité, c'est plutôt le contraire qui s'est mis en place avec des entreprises landaises comme la Berry qui a fait le commerce d'alouettes ou la maison Lafitte à Montaut qui a commencé avec le commerce et l'engraissement d'ortolans jusqu'en 1973 et qui sont encore des entreprises phares du département, y compris en termes de quantité d'emplois qu'elles représentent. Donc il y a aussi une participation strictement socio-économique des petits oiseaux dans l'histoire des Landes. Alors, qui dit consommation des petits oiseaux, je précise que jusqu'en 1976, c'était autorisé de vendre les petits oiseaux. À partir de 1976, jusqu'à l'interdiction de la chasse à l'ortolan, par exemple, c'était l'autoconsommation qui primait. Mais malgré tout, l'image qu'on en garde, c'est une image un peu sulfureuse. Manger des ortolans, c'est pas bien, c'est un petit peu scandaleux. Et ce qui explique peut-être ça dans les représentations, c'est... D'ailleurs, peut-être si vous avez entendu parler des ortolans, c'est peut-être moins dans Rabelais ou dans Marcel Proust que grâce à une émission de télévision que vous allez voir. Alors, je ne vous passe pas la séquence, mais vous avez quelques extraits. Maïté qui mange son ortolan gras en 1984. Alors, cette séquence a fait scandale, et elle fait encore scandale. L'Institut national de l'audiovisuel a republié cette vidéo en 2017, et les personnes comprennent encore moins le second degré de cette émission en 2017 qu'en 1984, parce qu'en fait, Maïté est en plein orgasme en mangeant cet ortolan gras. On va le dire. C'est vrai. Alors, je consacre tout un chapitre de ma thèse à un peu comment expliquer ce rituel de la dégustation d'ortolan gras, qui est en fait une forme rituelle de dégustation qui est extrêmement complexe et qui est seulement très partiellement rendue par la vidéo de Maïté. Maïté, en fait, c'est ça le génie de Maïté, c'est qu'en fait, elle a créé un leurre dans le leurre sur le leurre. C'est-à-dire, en fait, toute la mise en scène est une mise en scène qui est un leurre. C'est vraiment une mise en scène qui fait semblant que c'est hyper orgasmique de manger des ortolans gras. Elle fait semblant de révéler quelque chose au spectateur alors qu'elle ne révèle rien. Et en plus de ça, elle fait croire que c'est comme ça qu'on mange les ortolans gras alors que ce n'est pas vraiment comme ça qu'on mange les ortolans gras.
Notamment, vous voyez, elle place sa serviette devant elle alors qu'on la mettait sur la tête, etc. Et surtout, elle le mange seule, ce qui est complètement improbable. Et c'est peut-être ça le plus frappant, c'est-à-dire qu'on croit qu'on mange les ortolans gras pour les ortolans gras, alors que ce n'est pas vraiment ça qui se joue. Et vous allez voir avec l'image suivante, je vous l'ai flouté exprès pour garder l'anonymat un petit peu de la personne, que j'appellerai Albert, même s'il n'y a pas de raison en soi, hein, mais j'anonymise toutes les personnes. Donc là, on est chez Albert et Marie-Ange, donc un ancien chasseur d'ortolans, un ancien chasseur d'alouettes, ancien chasseur de pinsons. C'est quelqu'un qui s'y connaît un petit peu. Et dans leur cuisine, il y a des portraits de leurs enfants, mais surtout, il y a un immense cadre, une immense mosaïque, avec cet assemblage assez étonnant. Alors, je vous la décris très rapidement. En fait, il faut partir en haut à gauche. On va vers le bas, jusqu'à la capture de l'ortolan. Puis, Albert revient sur sa chasse. Il vient lever la matole, récupérer l'oiseau. On n'a pas l'étape de l'engraissement de l'ortolan et on passe au centre avec la mise à mort, la cuisson et la présentation avec les branches d'alpiste et de millet qui rappellent un petit peu le cadre. Et puis vous avez le carré en bas qui représente finalement les sociabilités et les liens sociaux qui étaient liés aussi à la consommation des ortolans gras. Et puis vous avez deux images qui a priori n'ont rien à voir, qui sont des photographies qui ont été prises sur la chasse à l'alouette d'Albert. Alors bien sûr, on peut le présenter comme je l'ai fait, c'est-à-dire avec une forme de chaîne linéaire, technique, hein, des procédures comme ça. Sauf que si on regarde les unités de temps, l'image suivante, on voit qu'en fait, on est plutôt sur quelque chose de concentrique, hein, une sorte de complexe de signification, où on peut lire en fait cette image de manière croisée, et avec chaque fois un sens légèrement différent. C'est-à-dire on peut lire parcourir le territoire, monter la chasse, capturer des ortolans. On peut lire parcourir le territoire, tuer et plumer les ortolans, socialiser et partager. On peut lire prendre un ortolan, servir les ortolans, socialiser. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'un monde qui se dessine où le territoire, la pratique de la chasse, le goût des oiseaux et le goût des relations sociales vont de pair. Et ça, on le voit aussi chez les chasseurs de palombes qui pourtant peuvent toujours chasser et peuvent même vendre leur gibier. Sur l'image suivante, vous allez le voir. Ce sont une partie des résultats justement du fameux questionnaire que vous avez bien voulu remplir. Merci encore. On voit que malgré le fait qu'on peut chasser et vendre les palombes que l'on tue, en réalité, vous êtes 97,5% quasiment à autoconsommer votre gibier de manière systématique. Vous le faites non pas seul, mais à 93,2%, vous le faites avec d'autres personnes. Et parmi ces personnes, vous ne les choisissez pas au hasard. Vous choisissez votre belle famille, en premier lieu, et puis vos amis non-chasseurs. Ce qui montre que les palombes vous servent en fait aussi à créer ou à renforcer des alliances, qu'elles soient matrimoniales ou strictement sociales. Les palombes, finalement, sont des médiateurs entre des mondes différents. Et on le voit aussi quand je vous ai demandé quel type de contrepartie vous accepteriez en échange de palombes. C'est l'image suivante. Donc il y avait différents types de contreparties possibles et vous aviez différentes manières de répondre, soit le rejet catégorique, soit le rejet, soit l'ouverture relative, soit l'acceptation, soit l'exigence. Premier constat, on voit que vous refusez quasiment toutes les contreparties. C'est particulièrement manifeste avec les contreparties monétaires, que je crois qu'il y a une ou deux personnes qui acceptent 50 € en échange d'une palombe. Et les contreparties que vous acceptez le plus facilement, mais toute proportion gardée, ce sont toujours des contreparties qui mettent en lien des liens sociaux, c'est-à-dire l'invitation à prendre l'apéritif, l'invitation à déjeuner, l'aide, c'est-à-dire le fait de donner, de recevoir un coup de main, éventuellement aussi les champignons cueillis dans la forêt. Mais bon, pas grand-chose, hein. Vous refusez l'invitation à passer des vacances, vous refusez l'invitation à aller au restaurant, vous refusez les munitions, vous refusez le gibier à poil, le gibier à plumes. Donc il y a quelque chose qui est vraiment centré sur la spontanéité d'un don qui ne demande pas nécessairement de contre-don. Du moins, c'est ainsi que vous le déclarez. Finalement, je crois que ça reste assez cohérent avec quand je me suis intéressée au goût qu'avait le gibier, vraiment stricto sensu. On arrive à la fin, je vous rassure. C'est l'image suivante. Ce qui est très intéressant, c'est que finalement, quand je demande aux gens ça a quel goût le gibier, ils ne me disent pas c'est salé, c'est sucré, c'est plein de fer et de vitamines.
Ils me disent, par exemple, Jacques, il m'explique que le courlis, il ne l'aimait pas parce qu'il avait le goût amer et que c'était lié au fait que le courlis, il mange des insectes, alors que l'alouette, elle mange des insectes et des graines. Pierre, il dit que, je pense que ce n'est pas le seul, il dit que le repas par excellence à la palombière, c'est manger des palombes et des cèpes, qui a priori ont peu de rapport les uns avec les autres, à part le fait que ça révèle une saison. Et puis surtout, j'ai demandé un jour, c'était l'une de mes questions favorites avec les chasseurs d'ortolans, quel goût ça a les ortolans. Et là, j'ai eu Marie-Ange au bord des larmes, qui m'a dit qu'on hume l'automne, on hume la saison, c'est l'odeur de la chasse, c'est les feuilles mortes, c'est la fin des moissons, les vendanges, tout ça. Elle a été au bord des larmes, cette femme. Et j'ai compris avec elle que finalement, il y avait tout un monde qui était véhiculé par le goût des oiseaux. On ne mange pas des oiseaux pour manger des oiseaux. Et pour finir, je vois que Régis s'inquiète. C'est la dernière diapositive quasiment. Vous voyez qu'on a parlé des haies. Effectivement, quand les gens me parlent de leurs anciens coins de chasse, là, vous avez à droite un ancien coin ortolan, dans Chalosse, donc j'ai repéré les lieux et j'ai regardé un petit peu ce que ça donnait sur les vues aériennes. 1950 en haut, 2021 en bas. On voit un peu les dégâts. Donc il n'y a plus de maillage bocager, il n'y a plus de haies, il n'y a plus d'ortolans et il n'y a plus d'oiseleurs non plus dans ce coin-là. Et si on regarde aussi, à partir aussi du questionnaire que vous avez rempli, la pyramide d'âge des répondants, on voit que malgré le fait que la palombe reste chassable, on a quand même une diminution, un déclin des populations de palomères, tout mode confondu, sachant que les chasseurs aux pentes sont plus âgés en moyenne que les chasseurs aux fusils en palombière. Et c'est un petit peu ce sur quoi on voudrait insister. Je vous donne sur la diapositive suivante un article qu'on a coécrit avec Charles Sepanoff, Tiffany Chiris-Dorsaz et Gabriel Tropini, où on essaye d'alerter sur le fait que la crise de la diversité biologique va de pair aussi avec une perte de diversité culturelle et une déperdition des pratiques et des savoir-faire. Et que finalement, il faudrait penser à non pas seulement sauvegarder l'environnement, mais sauvegarder les humains et leurs environnements. Voilà, je vous remercie pour votre patience.